Bonjour Mary. Bonjour Echo, bonjour à tous. Retour sur la suite de l'histoire de la série Les Anneaux de Pouvoir, épisodes 5 et 6. Nous avons séparé cette vidéo en deux parties. Dans la première, nous parlerons des événements liés aux différents protagonistes, pour nous concentrer exclusivement dans la seconde partie sur les terres du Sud. Pas de longue introduction cette fois, embarquement immédiat pour la terre du Milieu. Au début du 5e épisode, nous retrouvons les pieds velus dans leur migration longue et compliquée. D'autant plus qu'ils se dirigent vers le sud, ce que l'on sait déjà être une zone dangereuse. Nous apprenons jusqu'où peut aller le système de survie du groupe. Enlever les roues des chariots des plus faibles ou de ceux qui sont suspectés ne pas se conformer aux objectifs de la tribu. C'est une vision sombre du nomadisme, car la survie passe surtout par l'entraide et le partage que l'on retrouve malgré tout dans les scènes avec la famille de Nori. L'étranger se révèle autant une aide précieuse qu'un électron potentiellement dangereux, car il ne maîtrise pas encore l'étendue de ses pouvoirs qui, à n'en pas douter, vont être un élément crucial et pas seulement pour les pieds velus. Il va falloir que Nori dépasse ses peurs. On ne peut contrôler l'étranger à sa guise, même avec les meilleures intentions du monde, car la magie est toujours chose dangereuse, surtout lorsque l'utilisation des forces de la nature est encore en phase approximative. La blessure que l'étranger se fait au bras en défendant les pieds velus des loups enlève tous les doutes que l'on pouvait encore avoir. C'est bel et bien un magicien. Et de nouveaux personnages font leur apparition. Ambigus, inquiétants, ils sont sur la trace de celui qui est tombé des étoiles. Nous avons parlé dans notre précédente vidéo de l'hypothèse des magiciens bleus, dont Tolkien a narré deux histoires différentes. Ces nouveaux protagonistes seraient-ils des cultistes au service des magiciens bleus, à la recherche de l'étranger qui serait alors Gandalf ? Quoi qu'il en soit, leurs motivations nous sont encore inconnues. Les mains de l'un d'entre eux semblent être envahies par une sombre magie. Mais attardons-nous encore quelques instants sur l'étranger, celui qui nuit après nuit regarde les étoiles. Pour Arda, le monde, Tolkien a créé des constellations basées sur les nôtres, mais aucune d'entre elles ne ressemble au symbole que dessine l'étranger. Le même symbole que l'on peut apercevoir sur le bouclier de celles qui sont sur sa piste, ainsi que sur une des pages du livre de Sadok, le chef du clan des pieds velus. En revanche, nous pouvons trouver des réponses dans la mythologie du monde, au temps de la création des elfes. Manwë, l'un des Valar les plus puissants, avait anticipé que les elfes s'éveilleraient durant la nuit. Il demande alors à son épouse, la puissante Valaï Varda, dont le visage reflète la lumière d'Eru Ilúvatar, de créer les constellations pour au moins deux raisons. Qu'ils puissent se guider grâce aux étoiles, qu'ils puissent avoir un moyen de communiquer avec les Valar. Puisque l'étranger, nuit après nuit, lève les yeux en scrutant le ciel, sans doute dans l'attente d'un message ou d'une instruction, nous pouvons raisonnablement penser qu'il est un envoyé des Valar. Dans l'univers de Tolkien, les étoiles sont toujours un élément positif. Il n'y a pas de raison de considérer l'étranger comme une menace, bien au contraire. À Núménor, la série effectue une contraction de temps et de personnages, sans doute pour se concentrer sur la scission à venir entre les partisans du chancelier Pharazôn et ses ambitions, et les partisans de Myriel et d'Elendil, fidèles à leur tradition. Pharazôn est délectable dans son rôle de politicien ambitieux, rusé, patient, prêt à de nombreux compromis pour arriver à ses fins, jamais à court d'une répartie bien choisie. Myriel, malgré les visions de son père qui lui demande de s'abstenir, embarque pour la terre du Milieu. Isildur gagne enfin une place dans les rangs des volontaires grâce au sauvetage de Kemen, le fils de Pharazôn, qui a l'air d'être totalement décalé des événements en cours. Idem pour Aérienne, la fille d'Elendil qui ne semble pas être du bon côté de l'histoire. Cependant, nous aurions préféré voir que Kemen n'est pas seul impliqué dans l'attentat des navires dans le port d'Arménélos, ce qui aurait donné plus d'allure et de substance à la division profondément ancrée dans la société de Núménor. Les petites rébellions contre Papa, c'est loin d'être suffisant pour l'histoire en cours. Nous verrons bien comment la série va gérer dans les saisons à venir l'importante transition que représente la fin de Núménor. Pendant ce temps, au Lindon, un dîner protocolaire réunit Durin, Celebrimbor, Elrond et Gil-galad. L'atmosphère est superbement filmée, c'est zen et contemplatif, dans une lumière nocturne qui se veut douce et chaleureuse. Mais le dîner ressemble à un jeu de dupes. Chacun étant présent pour obtenir des informations et chacun jouant subtilement sa partition. Sauf Celebrimbor, qui ne veut se fâcher avec personne, et Elrond, qui n'a définitivement ni toutes les informations, ni toutes les cartes en main. À ce petit jeu, c'est Durin qui s'en sort le mieux.
Son bluff sur la pierre qui fait office de table est parfaitement joué, et voir Gil-galad essayer de démêler le vrai du faux est juste délectable. Une fois les invités hors champ, l'ambiance devient beaucoup plus suspicieuse. Gil-galad abat quelques-unes de ses cartes tout en rappelant au passage son statut à Elrond en citant son nom, Peredel, semi-elfe. Il cherche le mithril, beaucoup de mithril et à n'importe quel prix, afin de sauver les elfes d'une soi-disant disparition certaine. Le tout avant le printemps prochain, et montre comme preuve la mort en devenir du grand arbre du Lindon, infecté par le mal. Gil-galad lui parle alors d'une légende apocryphe, celle du combat entre un guerrier elfe et un balrog pour la possession d'un arbre dont les racines auraient irrigué la terre de la lumière d'un Silmaril perdu. L'origine du mithril ainsi racontée est plaisante et astucieuse, mais il faut savoir que l'on en trouve au Valinor, sur Numénor et bien sûr dans la cité des nains de Khazad-dûm. Dans le contexte de la narration, ce qui ressort avant tout, c'est l'étrangeté de l'histoire et le désarroi de Gil-galad, que l'on sent prêt à bien des compromissions. Mais les convictions d'Elrond sur la nécessité de grandir l'âme sont profondes et bien trop solidement ancrées dans le fondamental du personnage pour qu'il renonce à ses amitiés. Il s'accable auprès de Durin d'une faute qui n'est pas la sienne, la quête du mithril. Il fallait s'y attendre. Du côté des hommes, dans la forteresse d'Ostérith, la scission entre ceux qui ont rêvé du retour de Sauron, Waldreg en tête, et ceux qui ont le désir d'une vie autre que malédiction, est rapide. Mais se lier aux ténèbres a un prix, celui du sang et de l'asservissement. Si Waldreg pensait avoir affaire à Sauron, c'est raté, car Adar n'est pas Sauron. Et s'il pensait que cela le libérerait de son triste sort, c'est encore raté. Waldreg, c'est la personnification de l'imbécile réticent au changement et à l'évolution. Sa crasse est la même que celle des orques. La différence, c'est que si les orques sont asservis à un chef au service des forces du mal, Waldreg n'est asservi que par lui-même et sa propre bêtise. C'est d'autant plus affligeant qu'en Terre du Milieu, ce sont les hommes qui ont le pouvoir d'influer sur les événements, en accord avec les plans d'Eru Ilúvatar pour qu'ils soient encouragés à construire leur propre destin dans tous les âges à venir, tandis que les elfes ont le devoir de préserver la mémoire et la terre dont ils sont les gardiens. La moitié du village de Tir Arad est toujours présente dans l'enceinte d'Ostérith, Bronwyn en tête, partagée entre résistance aux forces du mal et désespoir de leur destinée. On peut effectivement se faire du souci quant à leur survie quand ils seront assiégés par les orques, car ce sont des paysans, pas des guerriers. Les orques, eux, sont déjà en marche, et ils sont déterminés à en finir avec ce qui pourrait les empêcher d'accomplir leur destinée. Dans l'univers de Tolkien, l'espoir et l'amitié sont des fondamentaux, et l'elfe Arondir est imprégné de cette croyance. Un sentiment qu'il essaie de distiller à Théo et qui semble fonctionner. Théo partage en échange le secret de sa découverte, la sinistre épée des guerres anciennes, qui se révèle être une clé, illustrée sur une fresque morbide dans les ruines sur lesquelles est construite la tour d'Ostérith. Une clé que veut Adar, l'instrument du chaos, avec tout l'acharnement dont il est capable. Au début du 6e épisode, lorsque les orques arrivent dans la forteresse d'Ostérith, les villageois se sont retranchés à Tir Arad. Seul Arondir, qui a piégé la tour, leur fait face. C'est une accalmie de courte durée, qui permet à peine d'organiser les défenses, et si peu sont en état de se battre. Bronwyn rappelle à son fils ce qu'elle lui a toujours dit. Trouve la lumière. Une première attaque, sous forme de leurre, assez facilement gagnée, puis une seconde qui les oblige à se retrancher dans l'auberge du village, au milieu des morts et des blessés. Un refuge de piètre qualité qui n'empêche absolument pas les orques de rentrer en force et en surnombre. Adar fait alors son apparition pour récupérer ce qui est son seul et unique objectif, la clé. Les différents points de vue sur cette première bataille sont bien amenés. On ne doute pas un seul instant que tout devra se gagner avec acharnement. Mais au lever du jour, les Numénoriens arrivent et sauvent la situation, ce qui permet d'apprécier toute la virtuosité des cavaliers au combat et nous promet, on l'espère, de futures scènes de bataille épiques, car on a dépassé désormais le cap des préparations des uns et des autres et la situation va, à n'en pas douter, devenir beaucoup plus difficile. Finalement, seuls quelques orques sont faits prisonniers, dont Adar, qui est isolé pour interrogatoire. Adar, un personnage intéressant et complexe dont nous avons à peine parlé jusqu'à présent. Il est un Moriandor, un des premiers elfes corrompus et mis en esclavage par Morgoth, qui a survécu à toutes les horreurs et qui se réclame du nom de Uruk au lieu de celui d'Orc. L'antagonisme de Adar envers Sauron est réel.
Sauron, plus cruel que Morgoth, n'hésitant pas à pratiquer de monstrueuses expériences sur les orques, cherchant encore et encore le moyen de lier la magie de l'invisible en utilisant la chair de ses esclaves. Adar se voit certes comme un monstre, mais toute chose étant relative, il se voit également comme un protecteur, un père et non un maître. Il les a sauvés de la cruauté sans fin de Sauron et de fait, il revendique pour lui et les siens une parenté avec l'unique, le Créateur, et un droit fondamental, celui de vivre et d'exister. La question se pose effectivement, car c'est le puissant Vala Melkor, plus connu sous le nom de Morgoth, qui a créé les premiers orques à partir de boue et de pierre, dont on dit qu'ils se multiplient comme les enfants d'Eru Ilúvatar. À la chute de Morgoth, à la fin du Premier Âge, les orques s'éparpillent en terre du milieu. Différentes notes de Tolkien suggèrent également que les premiers orques pouvaient être des elfes torturés et déformés de leur essence première. La série nous offre un regard habile sur la revendication de Adar au droit à l'existence. Il est lui-même le fils de deux mondes, celui des elfes, dont il a gardé la tradition de planter des graines avant une bataille, et celui des orques, auquel il a accordé un nom, une identité. Il veut être un dieu, celui qui peut remplir le vide existentiel que les Valar ont laissé quant au destin de ceux qu'il nomme Uruk. Il affirme avoir tué Sauron de ses mains, ce qui est tout à fait possible. Seulement voilà, Sauron est un Maya. Adar a sans doute tué son enveloppe corporelle, mais son esprit, puissant, et sa capacité à changer de corps ont sauvé Sauron d'une impossible mort définitive. Un intéressant jeu de miroir nous dépeint alors un superbe face-à-face entre Adar et Galadriel, chacun renvoyant la noirceur de l'autre, ou sa rédemption. Elle est celle qui parle d'extermination, il est celui qui parle du droit de vivre. Entre Galadriel et Halbrand, nous assistons à un autre jeu de dupes qui amène des petites pierres supplémentaires à l'édifice des apparences et des mensonges. Ce lien réciproque qu'Halbrand cherche à ancrer profondément avec Galadriel est basé sur la noirceur de chacun. Plus longtemps elle restera combattre à ses côtés, plus sombres seront ses pensées, bien trop sombres pour un elfe, une spirale infernale dont elle doit absolument trouver l'issue. Il est donc temps d'ouvrir les yeux sur le plan machiavélique de celui que tous appellent Halbrand, et que nous devrions sans doute appeler enfin de son véritable nom, Sauron. Il est possible qu'il fût un temps assez lointain où Sauron a peut-être voulu changer son destin et pourquoi pas devenir Halbrand, mais Sauron, c'est Sauron. Héritier de Morgoth et des ténèbres, le grand manipulateur, seigneur de la dissimulation et des mensonges. Tout le monde a abusé tout le monde, et chacun s'est abusé lui-même. Gil-galad, en envoyant Galadriel au Valinor, ce qui la met ironiquement sur le chemin d'Halbrand, Celebrimbor, dans son ambition d'être à la hauteur de ses ancêtres et qui persuade Gil-galad de l'impérieux besoin de miner le mithril, ce qui va accélérer le déclin des nains, Gil-galad encore, qui a dissimulé ses intentions auprès d'Elrond et qui accepte une vieille légende apocryphe, Elrond qui rend visite à Durin sur un faux prétexte et qui va, sans le savoir, croiser le chemin du mithril, Galadriel en prenant Halbrand pour un seigneur du Sud et en s'aveuglant sur ce qu'il est vraiment, Halbrand en dissimulant son identité et ses intentions à tous. Et finalement, Myriel, avec le total soutien de Galadriel, met effectivement une couronne sur la tête d'Halbrand, roi des terres du Sud, et Sauron, futur seigneur du Mordor, arborant aux yeux de tous une chaîne d'anneaux par-dessus son armure. Et puisqu'on lui fournit toute l'aide possible, il n'a plus qu'à asseoir sa domination sur des terres qu'il avait de toute façon décidé de s'approprier d'une manière ou d'une autre. Le dédale de galeries creusées par Adar et ses orques depuis des mois et des mois n'était pas uniquement pour leur libre circulation, mais pour un objectif bien plus important qui va radicalement changer la donne dans cette partie de la Terre du Milieu. Le but, depuis le début, a toujours été de trouver l'épée marquée du sceau de Sauron, une clé pour mettre en marche un mécanisme qui, dans un effet domino, par le biais de tunnels stratégiquement fabriqués, va provoquer une pression si intense qu'il va réveiller la montagne du destin et remodeler la région tout entière. Quant à la clé, elle a un lien avec Théo et son père, car sur la veste qu'il porte en quasi-permanence, on peut observer une broderie à l'effigie de l'épée, celle que les orques ont longtemps cherchée. D'autant plus que cette complicité entre l'épée et Théo est renforcée par le sentiment de perte qu'il éprouve et qu'il confie à Arondir. C'est Valdreg, grâce à une astucieuse diversion de Hadar, qui va actionner le mécanisme au pied de la fresque dans la tour d'Ostirith, qui finalement n'était qu'un mode d'emploi, un plan élaboré depuis longtemps, qui nous fait assister à l'impressionnante création du Mordor.
Au moment où l'éruption volcanique heurte le village et sème le chaos, Hadar s'est déjà enfui. Il n'en a pas terminé avec sa propre quête et a tout intérêt à s'éloigner de son rival, Sauron. De son côté, Galadriel reste figée et fait face. Ce n'est pas de la stupeur, mais de la culpabilité, encore une fois. Celle de ne pas avoir perçu les événements en cours, celle de ne pas être arrivée à temps, celle de ne pas être à la hauteur. Un sentiment d'échec profond, un jugement qu'elle estime mérité et devant lequel elle s'incline en fermant les yeux et en acceptant la mort. Mais Galadriel n'en a pas terminé avec la Terre du Milieu, et les Valar n'en ont pas fini avec Galadriel. The sun is fast falling beneath trees of stone. The light in the tower no longer my home. Past eyes of pale fire, black sand from my bed. I trade all I've known for the unknown.